bienvenue à vous, membres de l'Empire français, qui a été proclamé il y a finalement assez peu, oui c'est ça, même pas, décembre, oui, 2 décembre. 2 décembre 1804. Le sacre, pas la proclamation. Tu as raison, celui qui me répond et qui est notre garant, notre spécialiste, c'est Patrick. Bienvenue à toi pour cette 3e et dernière émission, accompagné par Guillaume Bouilleux. Bien évidemment, nous sommes maintenant prêts pour entrer dans le vif du sujet de cette campagne napoléonienne de 1805. Elle est elle-même coupée en plusieurs parties. Au cours de cette émission, vous trouverez sur Trick Track une première émission avec la bibliographie. Ça permet déjà d'aborder un certain nombre de sujets. Et puis de jeux d'ailleurs aussi, de jeux de société que Guillaume nous a apportés. Nous avons eu ensuite une 2e émission sur le contexte historique qui nous permet d'aborder plus sereinement, en tout cas pour moi, puisque vous y connaissez suffisamment messieurs, cette année 1805 qui va aller finalement, j'espère que je ne me trompe pas, de août 1805 au 2 novembre, c'est ça? 2 décembre. Décembre, pardon, 1805 et même un peu après. Oui, on ouvrira, comme d'habitude, comme dans tout bon sujet, on ouvrira sur la suite. Donc on reprend août 1805, l'Autriche a bougé ses pions et Napoléon décide de se tourner vers cette offensive et de finalement tourner le dos au Royaume-Uni qui était pourtant a priori l'ennemi majeur. L'ennemi et qui restera l'ennemi. Et qui le restera pour les 10 ans à venir. Pour les 10 ans à venir jusqu'en 1815. Donc on entre dans la campagne de 1805 à partir de ce mois d'août. La première partie, on l'appelle comment? Cette première partie qui va nous amener jusqu'à Vienne, c'est ça? Alors on peut diviser, en fait on peut considérer qu'il y a 2 manœuvres. D'accord. Il y a une manœuvre d'Ulm, donc qui nous amène jusqu'à la capitulation de l'armée autrichienne, ce qu'il en reste à Ulm. D'accord. On a une deuxième manœuvre. Donc ça va se jouer là. Voilà, une deuxième manœuvre qui est la poursuite de l'armée de Kutuzov qu'on va essayer de prendre, mais qu'on n'arrivera pas à prendre, et qui va conduire à la prise de Vienne par les Français. Ici. Vienne, c'est là. Ah non, c'est la Vénétie. Oui. Oh, quelle naze. Vienne. Ouais. Et ensuite, on a la manœuvre d'Austerlitz d'un point de vue global, mais au niveau opérationnel, c'est-à-dire ce que Napoléon appelle la campagne de Moravie, qui va de ce moment de Vienne jusqu'à la bataille d'Austerlitz. Ok. Eh bien alors écoute, entrons, j'allais dire historiquement, chronologiquement, on démarre sur Ulm est prise. Non, on démarre 27 août. 27 août, d'accord. 27 août, les ordres on est encore là. On commence les manœuvres. On commence les manœuvres. Ok. Donc, ces plus grandes manœuvres jusqu'à présent jamais vues, c'est-à-dire plusieurs, je dis bien, corps d'armée, c'est ça? Oui. Plusieurs corps prenant des routes différentes et convergeant vers un objectif commun, mais en même temps, tout en étant très réactifs à tout ce que les adversaires peuvent faire. Tout à fait. D'accord, allons-y. Donc, Napoléon apprend l'entrée des troupes autrichiennes en Bavière, alliée de la France. Alors plus ou moins, mais au bout d'un moment, la Bavière se décide réellement à être notre allié, sous la pression des 2 côtés. Il apprend aussi, parce que les ambassades, il a aussi son système d'espions, le danger qui vient, donc avec les Russes qui arrivent. Donc il se dit, il faut que je me retourne vers cette menace qui est la menace la plus directe. Sachant, je le rappelle par rapport à ce que nous avons dit précédemment, que la menace n'est pas concentrée là. Il y a une menace qui se situe en Italie, où nous avons une armée française opposée à l'archiduc Charles, qui est un des meilleurs chefs d'armée de l'époque aussi, qu'il ne faut pas oublier. On en reparlera en 1809 par la suite. Nous avons les Anglais, les Russes et les Napolitains qui sont au sud de l'Italie, les Suédois, les Russes et les Anglais qui sont vers la Norvège, le Mecklembourg, nord de l'Allemagne. Très bien. Et la Prusse qui hésite. Donc Napoléon doit tenir compte de tout cela. Donc l'idée générale, c'est, je sais que les Autrichiens sont à Ulm et donc ont attaqué un de mes adversaires. Un de mes alliés. Je sais, un de mes alliés, pardon. Et donc je vais surtout essayer, et ça c'est une des bases de la stratégie napoléonienne, de ne pas attendre que l'ensemble de mes adversaires se regroupent parce qu'ils deviendraient trop gros à manger. Je vais essayer de les battre en détail. Donc là, il va jouer sur la rapidité en se disant, si je réussis à abattre les Autrichiens qui sont à Ulm ou dans les environs, alors là, le point est important. Avant qu'ils se réunissent aux Russes, ça sera plus facile qu'une fois qu'ils seront réunis. Donc je vais pas en détail.
Donc il va régler à partir du 27 août, le mouvement est fait, c'est-à-dire que nous avons 7 corps d'armée. Un corps d'armée représente à l'époque, entre le 1er et le 7e corps d'armée, entre, je dirais, 12 000 et 25 000 hommes, avec entre 24 et 48 canons, et chaque corps d'armée environ 1000 à 2000 cavaliers, plus une réserve de cavalerie sous les ordres de Murat, l'image du cavalier, environ 20 000 hommes, avec 28 canons, ou 24 canons. Et ensuite, nous avons la garde impériale, mais elle est beaucoup plus petite que ce qu'on peut connaître, qui est la garde impériale et royale, parce qu'il y a la garde italienne qui est inclue dedans. D'accord. Et là, ça représente environ 12 000 hommes, avec de la cavalerie, les célèbres chasseurs à cheval, etc. Donc cet ensemble, il va régler le mouvement en partant du camp de Boulogne, qui est disposé donc le long des côtes face à l'Angleterre, en utilisant l'ensemble des routes existantes pour aller vers le Rhin, mais non pas en se disant je vais concentrer tout sur le Rhin, c'est-à-dire que l'on va avoir un mouvement qui va s'étendre quasiment de Strasbourg, le sud de Strasbourg, vers le nord du Rhin, avec un mouvement un peu de porte qui se ferme. Mais son objectif dans les ordres qu'il a donnés, c'est l'objectif stratégique, c'est Vienne, parce qu'il veut battre les Russes avant que tous les autres ne rentrent. Donc, prendre la capitale de l'ennemi, c'est important. Donc l'objectif général de la direction de la manœuvre, c'est Vienne. Il l'écrit, ça on l'a retrouvé dans les archives, c'est lui qui l'écrit. C'est lui qui le dit. Et ensuite, à aucun moment, il n'a pensé, contrairement à la légende, que les Autrichiens seraient assez fous, assez idiots ou assez bêtes pour, compte tenu du mouvement, rester à Ulm. Donc, Ulm n'est pas inscrit dans le plan. Ils seront partis avant qu'on arrive. De toute façon, donc on les prendra au fur et à mesure, mais moi, mon objectif, c'est Vienne. D'accord. Simplement, quand on se rendra compte que les Autrichiens restent dans Vienne, dans Ulm, pardon, eh bien, on va profiter de la situation, on va les couper, on s'adapte. Profitons-en. Profitons de l'erreur de l'adversaire. Et donc, le mouvement général, si on le fait, on va se retrouver avec principalement Murat et un peu d'infanterie. Lannes, on a Augereau qui est un peu au sud. Marmont qui représente le corps qui sera le plus au nord. C'est à peu près ça. Bon. Et ensuite, on a les corps Davout et Soult quasiment sur la même direction avec la garde et Napoléon. Et après, on a Bernadotte, donc plus au nord, Marmont, Ney. C'est à peu près la disposition. Donc le mouvement se fait réellement comme une porte qui se referme. Si les Autrichiens et les Bavarois qui ont reculé sous la pression rejoignent le mouvement ensuite. Si les Autrichiens avaient reculé, on aurait, les Français à avancer et essayer au plus vite de gagner de vitesse les Autrichiens pour les accrocher, les obliger au combat, les battre avant que les Russes arrivent. Mais il reste. Donc nous continuons le mouvement avec les forces qui enveloppent Ulm. Il n'y en a pas qui, du coup, continuent sur Vienne. Non. S'occuper de Ulm. On va essayer déjà de couper ça, parce que là, Ulm, c'est combien de... l'armée autrichienne, à Ulm. Pas Ulm, tout autour, etc., c'est entre 60 et 80 000. La question des effectifs, c'est toujours extrêmement compliqué. À quel moment, c'est surtout une grosse armée. C'est une grosse armée. Représente, comme on l'a dit tout à l'heure, ça représente un bon tiers de l'armée autrichienne dans son ensemble. Et là, Napoléon sait que s'il arrive à casser cette armée, il coupe littéralement le potentiel offensif de toute façon des Autrichiens. Donc la proie est magnifique. Donc il faut mettre le paquet. Voilà. Et donc il réussit à Ulm. À la fin, quand Ulm capitule, il reste plus qu'une trentaine de milliers d'hommes. Mais toute cette campagne juste à Austerlitz, on a l'impression qu'il y a une campagne, il se passe des choses, il y a une bataille. Non. Avant Austerlitz, il y a environ 14 combats majeurs. 14 majeurs, oui. C'est-à-dire que c'est vraiment une campagne, c'est une suite de batailles, parce que les Autrichiens, ils feront la bêtise, mais ils vont essayer de s'enfuir, ils vont essayer de bloquer les Français. Donc on a toute une suite de combats qui, au fur et à mesure, resserrent les Autrichiens sur Ulm, et on détruit au fur et à mesure leurs unités. On a des unités qui sont opposées à Ney, qui sont opposées à Marmont, etc. Donc au fur et à mesure, on use et au bout d'un moment, ils sont enfermés, aucun moyen d'avoir de l'aide.
il capitule, Mack capitule. Alors quand on dit Mack est chef d'état-major, c'est pas le chef en réalité, c'est l'archiduc qui est Ferdinand, qui est le chef. Mais pour protéger, on mettra la responsabilité sur Mack. Oui, il s'est rendu. Alors, une des questions qui avait été posée, c'est les Autrichiens auraient-ils pu résister plus longtemps dans Ulm Non mais, voilà. Oui, tout à fait. Et aurait-il pu justement servir de fixation pour l'armée française pour permettre que derrière, les Russes arrivent. Les Russes qui là se sont déjà rapprochés, qui sont en train d'arriver. Alors, qu'est-ce que t'en... Non, moi je pense que la distance entre les deux était telle. C'est-à-dire, si on reprend la carte à l'époque, tu veux qu'on la montre en caméra de portée ? Je vais essayer de trouver la bonne. D'accord. et après, voilà. Si on va prendre la bonne, le 9 octobre, si on la voit. Voilà, impeccable. On est là. Vas-y. Voilà. Donc, voilà. Le 9 octobre, donc je vais la pointer. Vas-y. Donc là, on a Ferdinand, comme je le disais, avec un peu plus de 40 000 hommes, le 9 octobre. Ulm est ici, donc on a tous les combats. Kutuzov est ici le 9 octobre. Donc il y a une distance à parcourir, Munich est entre les deux, qui fait que soit ils auraient tenu jusqu'au bout, oui peut-être, mais Kutuzov, lui aussi, n'arrive pas avec une masse énorme, c'est-à-dire qu'il y a d'autres troupes russes derrière. Donc la prudence de Kutuzov lui aurait fait retourner vers l'arrière de toute façon. Et ils étaient perdus. C'est le délai qui fait. Une différence de 2 jours aurait changé foncièrement les choses, avec une activité plus forte des Autrichiens. Alors, l'explication qui est donnée assez classiquement, je ne l'ai pas vérifiée en termes d'archives, c'est cette question de différence de calendrier. Grégorien, etc., qui aurait fait qu'il y ait eu des décalages au moment des échanges entre les états-majors russes et autrichiens, et on se serait mal compris à cause de cette différence de date. Mince. Et donc la coordination n'aurait pas joué à plein. D'accord. Ensuite, nous avons aussi une pression psychologique faite par Napoléon par rapport à Mack, parce qu'il sait très bien que les Russes arrivent. Donc on a le personnage de Schulmeister qui arrive dans le tableau, avec une importance plus ou moins poussée ensuite, c'est pas aussi important que ça, mais surtout Napoléon dit, si vous ne vous rendez pas, moi je bombarde la ville d'Ulm, je la transforme, je la réduis en cendres avec vous dedans. Et puis à un moment, soit la personne qui est en face se dit, je tiens à tout prix, avec le risque qu'il le fasse, soit il se dit c'est du bluff et je tiens et l'ennemi et mes amis vont arriver à temps. Là, on est dans le bluff militaire, ça fait partie du jeu, des stratagèmes. Mack a craqué, il lui restait pas énormément de monde en état de combattre. Il s'est rendu et on se retrouve. Si on prend, là, on est au mois d'octobre. D'accord. Là, si on prend on peut enlever. C'est carrément en termes de jeu. On enlève le jeton. On enlève le jeton, c'est-à-dire qu'il reste quelques scories de l'armée autrichienne, mais on a réellement une armée autrichienne qui est détruite. 40 000 hommes. Plus de 40 000 hommes, presque sans combat. Et ça, que par la manœuvre et la vitesse de manœuvre de l'armée française, quasiment. Qui est la seule à avoir cette manœuvre et cette vitesse à ce moment-là. À ce moment-là, et donc là, c'est quelque chose qui frappe l'Europe entière. C'est-à-dire que sans bataille, il n'y a pas eu de bataille majeure des deux armées réunies, eh bien vous avez une armée autrichienne qui a disparu. Donc cette bataille d'Ulm se termine. Enfin, oui, c'est pas une bataille. C'est pas une bataille. La reddition à Ulm se produit en octobre 1805. Donc ça veut dire que de août à octobre, il y a eu cette avancée en porte qui se ferme, sans combat majeur avec les armées rassemblées. C'est ça, il n'y a pas d'affrontement réel rangé. Et on récupère Ulm à ce moment-là. Oui, et on récupère Munich, la capitale de la Bavière. Donc ça a aussi un coût diplomatique intéressant. D'accord. Donc là, pour l'instant, j'ai envie de dire, super, tout se passe bien, allons-y, on continue. Oui, ça se passe bien, mais en même temps, oui, on les a battus. Mais si on regarde la carte dans son ensemble, on se dit, oulala, mais il reste encore bien du monde en face. Et toujours les Russes et les Autrichiens divisés. Parce qu'en même temps, qu'est-ce qui se passe? On a des opérations en Italie, principalement, et ces opérations opposent une armée française qui est en sous-effectif par rapport à l'armée de l'archiduc Charles. Sachant que, autre élément dans la pensée autrichienne, c'est qu'on pense, les Autrichiens croyaient qu'on allait reproduire 1796 et 1800, c'est-à-dire que le théâtre d'opérations majeures allait être à nouveau l'Italie.
où ils se sont trompés, parce que dès 1793, dans une note qu'il a adressée au comité de salut public, alors que Robespierre allait, par le biais du frère de Robespierre, à Carnot, etc., Bonaparte, dès 1793, disait qu'il fallait attaquer l'Autriche par le nord. Donc c'était déjà prévu, ça. C'était déjà prévu. C'était déjà plus l'Italie. Et en 1800, il n'a pas pu le faire parce qu'il n'a pas réussi à obliger les autres généraux de la République à appliquer son plan. C'est pour ça qu'il est allé en Italie. Mais la pensée de passer par le nord pour atteindre Vienne est déjà présente dans la tête de Napoléon, compte tenu de l'espace géopolitique dès 1793. D'accord. Donc là, il le met en application. Donc les Autrichiens, ils sont surpris aussi, ils s'attendaient à avoir les principales opérations en Italie, c'est pas le cas. On a mis un minimum de troupes, nous, pour tenir le front en Italie. Et là, ils se rendent compte que tout d'un coup, ça se passe ailleurs, ça se passe derrière eux. Donc, ce qui va provoquer, de façon à ce qu'on écarte un peu le sujet, la tendance des Autrichiens de Charles et les troupes qui sont dans le Tyrol à vouloir rejoindre le nord du théâtre d'opération, surtout dès le moment où les Français prennent Vienne. Alors, ils continuent à aller à Vienne pour deux objectifs. L'objectif politique d'aller à Vienne, mais aussi parce qu'entre-temps, on a vu sur la carte tout à l'heure, Kutuzov arrive avec une partie des armées russes. Alors, attends, je reprends du coup, moi, pour être bien sûr. Oui. Octobre 1 est terminé. Oui. L'avancée des différents corps d'armée continue. On va mettre Napoléon tout seul sans faire le détail des corps. D'accord. On a l'armée française qui est ici. Ok. Ça continue. Voilà. Ici, Charles, l'archiduc, se battait de ce côté-là. Voilà. Mais il laisse tomber et il remonte sur Vienne. Oui, parce qu'il voit que les Français approchent de Vienne. Kutuzov, lui, ne veut pas faire une bataille russe pour soutenir Vienne. Ouais. Pour l'Autriche, oui, mais pas perdre son armée qui est en sous-effectif par rapport aux Français, pour perdre son armée pour avoir une défaite et pas gagner Vienne. Alors, il aura une opportunité, dans tous les cas, de mettre un revers, c'est la fameuse bataille de Durenstein. Alors, il y en a deux. Il y en a deux. Il y a Durenstein. Il ne reste pas inactif non plus. Hein, non, c'est actif. C'est-à-dire que ça reste... L'armée russe. Là, en l'occurrence, c'est Kutuzov qui est poursuivi justement par l'armée napoléonienne. À un moment, on se retrouve face à Marmont. Alors, il y a deux cas. Il y a Durenstein, où on est dans le cas où on a une partie d'un corps d'armée qui se trouve du mauvais côté du Danube et qui tombe sur un autre corps d'armée. Donc là, c'est bataille, mais c'est pas de bol. C'était pas fort. Non, mais c'est une bataille de rencontre. C'est normal. Tout n'est pas toujours prévu. Et là, c'est très dur parce qu'on se bat avec un sous-effectif global très important. Mais c'est un match nul. Ils auraient pu détruire cette unité française, qui est plus, on n'est pas le corps entier, c'est une partie. Mais les Français tiennent le coup avec énormément de pertes, mais c'est là où la supériorité tactique française et de cohésion apparaît, mais c'est un risque. Un risque qu'on connaît dans toutes les guerres napoléoniennes aussi. C'est lié au corps d'armée. C'est-à-dire qu'à un moment, on marche séparés, oui, mais si l'adversaire, si on tombe dessus, ça peut aller à notre rencontre. Mais ça ne remet pas en cause, malgré tout, la manœuvre dans sa globalité. Voilà. Ça roule. Et après, on a un deuxième combat, c'est Hollabrunn-Schöngraben. C'est Bagration, le célèbre Bagration, qui lui sacrifie son corps pour permettre au reste des Russes de se replier. Donc ils perdent plus de monde que les Français. Les Français perdent beaucoup de monde, mais il réussit son objectif stratégique, c'est de gagner du temps pour que le reste des Russes se replient. Ok, donc on revient à ce octobre 1805. Oui. L'archiduc Charles remonte, voyant l'armée française partir sur Vienne. On a donc... Il va en retraite. On continue d'avancer. Ce qui fait qu'on a quoi ? Est-ce qu'on doit dire qu'on a un double ou voire un triple front ? Il y a de ce côté-ci, ici, les Russes là ? Comment... Non, mais plus que ça. On a donc autour de Vienne, en allant vers ce qui est maintenant la République tchèque, on a les Russes, le reste des armées autrichiennes qui se réunissent. Parce que les Russes sont en plusieurs colonnes espacées dans l'espace et le temps. Donc l'objectif des Russes maintenant, de Kutuzov, c'est de réunir le maximum de troupes. D'accord. On a Charles qui va devoir traverser les Alpes, le Tyrol, pour rejoindre... donc là, on est du côté... il le fait par le nord. Voilà, lui, il passe du sud au nord, mais par les montagnes, donc c'est plus lent, et poursuivi par les Français, qui étant bien que sous-effectif, là, le poursuivre, l'empêche... D'accord. Et on a toujours la Prusse qui est en train de mobiliser, donc qui est une menace à venir.
Les Bavarois, ils sont toujours avec nous aussi. Mhm. Notre ligne de communication passe quasiment par le Rhin, c'est Strasbourg-Mayence qui est... Donc nous, plus on avance, plus la ligne de communication, elle s'étend. Mhm. Donc c'est un danger aussi. Mhm. Et nous avons toujours les pressions du côté de Naples, etc. D'accord. Puis la possibilité peut-être de quelques pressions sur nos côtes. Ouais. Donc il y a aussi des troupes françaises, il y a environ 50 000 hommes par là. On n'a pas tout dégarni. On n'a pas tout dégarni, on a le maximum ici, mais en fait, il doit y avoir 150 000 hommes ailleurs. Donc, on arrive à Vienne en novembre. Au novembre, on rentre dans Vienne, qui se rend assez rapidement parce que personne ne veut le défendre. D'accord. On prend les ponts de Vienne. Alors là, ça fait partie de la légende, mais c'est pas que la légende, c'est la réalité. Le Danube, pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est large. Et surtout à l'époque, ça n'a pas encore été canalisé. Donc, très compliqué à passer. Il aurait suffi que les Autrichiens brûlent les ponts qui étaient en majorité en bois pour nous poser des problèmes impossibles. Ce qui va se passer en 1809 en fait. Et là, Murat, Lannes vont arriver sur le pont en discutant bras dessous, bras dessus. Vont dire aux Autrichiens « Ah ben non, mais maintenant nous sommes amis, il y a un armistice ». Donc il y a des Autrichiens qui disent non, on va tirer, on va... Non, si vous faites ça, vous rompez l'armistice. Ils vont carrément, mais au bluff chez les Autrichiens, ils vont voir le général autrichien, et en fait, on prend le pont devant les Autrichiens médusés, mais c'est un stratagème, c'est du pipeau total. Mais on leur prend les ponts. Donc ça nous permet de poursuivre la campagne. Sinon, on aurait été bloqué à cause du manque de passage. On aurait été bloqué à Vienne. Et carrément, on a 2 maréchaux d'Empire avec quelques officiers d'état-major qui vont qui devant l'adversaire, comme s'ils se promenaient sur le pont, et ils prennent le pont comme ça. C'est une opération déception commando, mais menée par le plus haut sommet de la hiérarchie. Excellent. Il y a un petit il y a du panache là. Ouais, c'est pas très fair-play, mais ça marche. On est fin octobre. Là, on est déjà en novembre. Déjà en novembre. Alors oui, parce qu'il faut rappeler, ça va pas vite, parce qu'on fait entre 25 et 30 km par jour. On arrive jusqu'à du 60 km par jour, en portant entre 40 et 60 kg sur le dos, en habit, etc., avec des chaussures mal faites, sur des chemins qui ne sont pas totalement adaptés, ça fatigue vite. Donc 25 km par jour, si on reprend une carte et après, ça prend du temps. Mais je rappellerai que la Grande Armée a fait quasiment aussi vite que les Allemands en 1941 pour arriver aux alentours de Moscou, donc sans chars, etc., sachant que l'armée allemande de 1941 était à 90% à pied aussi, contrairement à ce qu'on croit. D'accord. En termes, juste petite question, en termes de subsistance, enfin, pour l'instant, tout le ravitaillement suit. Nous, on n'a pas de, on se pose pas de soucis. Contrairement à l'idée que l'on a des guerres napoléoniennes, il y a 2 aspects. Napoléon est un organisateur né, et la chose sur laquelle il concentre son attention, c'est la logistique. Contrairement à l'image qu'on en a, il s'en foutait. Non, pas du tout. Il y a toute une construction logistique et toute la logique de ces manœuvres est liée autour de ce qu'on appelle les centres d'opération, les lignes d'opération, lignes de communication, etc. C'est-à-dire qu'on a des petites villes, des villages dans lesquels on a des garnisons qui sont fortifiés et qui servent aux convois de ravitaillement de points d'arrêt réguliers, de façon à ne pas être attaqué et de conduire. Néanmoins, dès le moment où on commence à regrouper énormément de forces au même endroit, là, on vit sur le pays. C'est la différence. Mais il y a les deux. D'accord. Il ne faut pas opposer complètement l'un et l'autre. La prise de Vienne amène quel changement, que ce soit chez nous ou chez les adversaires de la coalition? La prise de Vienne amène un changement, c'est on met Napoléon ou Attila l'empereur ici, et Vienne, on le met ici. Voilà. Il faut imaginer que donc on a les Autrichiens qui sont par là, donc toujours poursuivis. C'est toujours relatif, les positions. Oui, c'est pour voir mieux. Les Russes commencent à être réunis avec ce qui reste d'Autrichiens. On a toujours les Prussiens, là, ils mobilisent. Donc, si on enlève ça qui est d'un détail en dessous, on se dit, waouh, on est perdu au milieu du centre de l'Europe. C'est ça. Et entouré. Entouré, que fait-on? Et il faut qu'il continue, mais il ne faut pas qu'il continue trop loin. Parce que sinon, plus il va s'avancer. Parce qu'à chaque fois qu'il avance, plus on étire, on a des pertes. Les gens fatiguent, donc il y a des malades, etc. Donc on part à 200 000, on est déjà nettement moins. D'accord. Et puis en plus, le temps passe. Oui. On est en novembre. Oui.
En plus, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Approche. Ce qui approche. Donc, on se retrouve dans une situation où il y a une pause, mais voulue par l'empereur, c'est-à-dire qu'il doit rassembler le maximum d'informations sur la situation pour prendre les décisions. Donc, il y a des pauses dans la manœuvre napoléonienne, c'est j'ai créé une nouvelle situation, je dois voir comment l'adversaire réagit, recueillir des informations avant de savoir ce que je vais faire. Comme une respiration. Une respiration, et je replanifie. Mais il n'empêche que la situation française est loin d'être facile, idéale. Il suffit que les Prussiens y aillent, on n'a pas grand-chose à mettre en face. Ils peuvent casser ici. Et eux, ils peuvent mettre environ 150 000 hommes dans la bataille. Dans la bataille. Donc, et Napoléon doit également prendre en compte la situation politique en France. Oui, qui se dégrade. Voilà. Aïe, parce qu'il est parti. Dès le moment, déjà en 1800 à Marengo, il a suffi qu'on annonce qu'il soit mort ou qu'il y ait une défaite pour que la bourse se casse la figure et que certains se disent c'est le moment de faire un coup d'État. Le gouvernement impérial tient autour de la personnalité de Napoléon. C'est son problème pendant tout l'Empire. D'accord. Le pouvoir, la prise de Paris suffit à faire tomber l'Empire. Une bataille majeure perdue, Napoléon aurait perdu Marengo, il n'y aurait pas eu d'Empire. Il y a un peu le côté césarisme romain. Il n'est César que parce qu'il gagne ou qu'il apporte la paix. S'il perd, il n'est plus César, ce qui se passera après Waterloo. Donc lui, il est dans une situation aussi où la France, l'économie n'est pas bonne, n'est pas dans une bonne situation. En politique, ses opposants commencent à remonter, et plus on se dit il va loin, il va perdre, plus l'opposition monte. Donc lui a un intérêt en termes de politique intérieure aussi, à gagner le plus vite possible, pour éviter qu'il y ait trop de désordre en France et que le calme politique qu'il a réussi à imposer à la France, à restaurer, ne parte ne vole en éclats. Ne vole en éclats. Grosso modo, ce que tu dis, Patrick, c'est que parce qu'on était en novembre, l'hiver arrive, etc., parce qu'on commence à être loin, parce qu'en France, ça commence à être un petit peu chaud, il va falloir, et c'est peut-être ce que tu veux dire, j'en sais rien, je vais peut-être trop vite, pour expliquer Austerlitz, il va falloir faire vite et fort. Exact. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer. Changeons de carte. Alors, changeons d'échelle. On garde les jetons. Oui, on garde les jetons. Tu me les redonnes comme ça. Mais tu peux mettre la carte par-dessus. On ne vient pas sur celle-là après ou pas? On ne vient pas. Alors, vas-y, enlève. On est finalement à la moitié de la campagne. Est-ce que c'est ce moment-là où on dit on passe dans la campagne de Moravie? De Moravie. D'accord, voilà. Patrick. Ça, c'est le terme qu'a utilisé Napoléon. Et je vais vous expliquer dans quelles conditions, parce que c'est aussi très, très intéressant. D'accord. La Moravie, historiquement, géographiquement, ça va de où à où? Alors, la Moravie, si on est maintenant, la Moravie, c'est au sein de la République tchèque. D'accord. Donc, on est autour Brune, qu'on a ici, s'appelle Brno maintenant, B-R-N-O avec un accent particulier, Olmütz. Donc là, si on monte par ici, Zwickau, on va se retrouver en Saxe, en Allemagne. Si on descend par Znaïm, quand on continue tout droit ici, on descend, eh bien on va se retrouver, parce que Znaïm, on va le retrouver en 1809. C'est le même terrain, donc quelque part les mêmes noms de villes. Znaïm, on descend vers Wagram et on descend vers Vienne. D'accord. Voilà, ça se situe un peu... Donc d'ailleurs, Vienne, on y est. Enfin, là où on s'est arrêté, avant le début de la campagne de Moravie, on était là. Vienne a été prise. D'accord. Vienne, alors il y a aussi le côté psychologique. Vienne a résisté à 2 attaques ottomanes, à 2 sièges ottomans. Les Français arrivent, Vienne tombe. Boum. Ils n'ont jamais connu ça. C'est-à-dire que là, c'est l'armée française, Napoléon, coup de tonnerre en Autriche, a pris Vienne. C'est ce que les Ottomans n'ont jamais réussi à faire, ni personne. Lui, il l'a fait. Donc dans la coalition, on fait, bon là on serre les coudes et on y va. Il y en a certains qui se disent, ils nous en refait une comme ça, on va peut-être se dire, tiens, il est tellement puissant qu'on va être copains avec lui. C'est vrai? Bah oui, c'est logique. On n'a pas envie de s'en prendre une. Et là, du coup, dans le nord, ceux qui... Ça se maintient. Ça se maintient. D'accord, ça reste loin. Les Russes sont suffisamment puissants. Et tout le monde commence à se dire... il est pas mal ce petit gars. Peut-être pas mal, mais il est surtout dangereux. D'accord. Donc faisons attention. Donc on est dans le mois de novembre 1805. On est dans le mois de novembre. Donc les Russes vont reculer. Donc ils seront à Brune en novembre. Ils vont reculer et leur ligne de communication, en fait, passe plutôt par la ligne Olmütz. Donc, bien sûr, la logique, c'est l'Est étant par là, la ligne de communication des Russes,
et la voie qui revient vers la Russie. En fait, ils vont être, Oui, ils vont être dans cette zone-là. Voilà, ici, écoute, je l'ai placé. Oui, ici, même à Wischau, à un moment, ils y sont encore. Après, ça se joue d'un Voilà. jour à un autre. Je ne vais pas faire le détail par mais jour c'est très pour bien. comprendre l'idée de la manœuvre Je peux générale. placer les quelques Français avec Voilà. Napoléon Donc, qui arrivent ici. Napoléon qui est du côté de Brune, en fait. D'accord. Voilà. Et après, on a les corps qui sont un peu disséminés. Tu les as, donc. Mais surtout, ce que nous avons à disposition, c'est Bernadotte. D'accord. Ce que nous avons aussi, c'est Murat. Soult. Murat. Ça dépend, pas tout le monde en même temps. Oui, en même moment. À Brune, sur les 200 000, on est à combien là maintenant? Déjà à Brune, bataille d'Austerlitz, on ne sait pas, parce qu'il y a des effets de propagande. Mais on pense que l'armée française à Austerlitz représente environ 65 000 hommes. 65 à 75 000 hommes. C'est plus grand-chose. Oui, mais ce n'est pas toute l'armée française. Oui, il y a des corps qui ne sont pas là parce qu'il faut protéger les lignes de communication et le reste. Eh oui, donc nous avons l'Anne qui est ici aussi. Oui. Nous avons la Garde qui est là. Et nous avons Murat que j'ai perdu quelque part. Il est ici. Et surtout Davout. Mais Davout, lui, il est plutôt vers... Vienne. Et les restes, Augereau, non. Ouais. Donc, ils sont sur le reste de la ligne. Voilà. Mais donc là, il y a combien de kilomètres? Là, ça fait pas grand-chose. D'accord. Mais on doit être de mémoire, j'ai pas en mémoire la distance de Brune à Vienne, mais on doit être à 200 km, quelque chose comme ça, maxi. Okay. Et donc mais toujours avec l'idée de 100 km à 25 km par jour. Ouais, donc voilà. Et Austerlitz, pourquoi Austerlitz? Il est où? Austerlitz, c'est là. C'est un tout petit truc. Non, mais Austerlitz, on donne le nom de la bataille après. D'accord. Mais Austerlitz n'a aucune importance. D'accord. Ça va servir C'est là où on a fait la bataille. Point. Même pas. Même pas. Il n'y a pas eu de combat à Austerlitz. Mais par contre, il y a un château. D'accord. Et donc, dans ce château, vont dormir des deux côtés. Napoléon va y dormir. Et puis, les empereurs vont y passer, y dormir avant. D'accord. Donc, c'est un château. Il faut trouver un nom. Ça sonne bien. Austerlitz. Et on l'a bien gardé. Tout à fait. Donc, la campagne de Moravie s'installe suite à la victoire sur Vienne. Elle se passe sur cette campagne sur combien de temps et quel était l'objectif de Napoléon? Ça fait à peine un mois. À peine un mois. À peine un mois. Parce qu'entre la bataille, c'est 2 décembre. On est aujourd'hui jour anniversaire. Celle qui finit, celle qui clôt cette campagne de Moravie. Oui, on peut le dire comme ça. D'accord. On peut le dire comme ça. Donc, nous avons ce mouvement qui fait la ligne de communication des Français, par contre, elle, c'est la ligne de communication, c'est Vienne à ce moment-là. D'accord. Donc, Vienne est par ici. Donc, Vienne, c'est la ligne de communication. La ligne de communication des Austro-Russes, elle est plutôt du côté d'Olmütz. Donc, quand on pense la campagne, il faut le penser de cette façon-là. C'est que le premier objectif que vous avez, c'est pour pouvoir résister, pour pouvoir vivre, c'est de protéger votre ligne de communication. Sinon, vous êtes quasiment encerclé. C'est ça, c'est fini. C'est fini. Donc, disons que ça devient très difficile. Oui. Donc, déjà, on doit protéger sa ligne de communication, c'est ce qui est calculé. Deuxième chose, Napoléon, politiquement, doit le plus vite possible battre les Austro-Russes avant que l'archiduc Charles remonte, qu'ils se réunissent, et surtout que les Prussiens se décident à rejoindre la coalition. Donc, il doit agir vite. Simplement, les forces réunies ici sont évaluées à l'ordre de 80 à 85 000 hommes. L'archiduc Charles qui arrive, et des Russes qui arrivent derrière. Donc, il faut qu'il les batte vite aussi, pour que le déséquilibre des forces ne soit pas trop fort. Ça chaud aux fesses. Donc, et là, on tombe réellement dans le chef-d'œuvre qui est Austerlitz, qui n'est pas un chef-d'œuvre en termes de combat, mais un chef-d'œuvre en termes de psychologie, avant tout. Il faut que Napoléon pousse l'adversaire à faire une erreur et à venir se battre, alors qu'il aurait tout intérêt à attendre un peu que les autres débarquent. Parce que ici, donc les Russes finalement se sont réunis. Donc là, ils sont réunis, donc ils ont une grosse armée. Les restes de l'armée autrichienne, donc que les Français ont repoussé, les ont rejoints. C'est quand même à peu près 20 000 hommes. Pour les Autrichiens, c'est 20 000 hommes. Donc c'est quand même un corps d'armée important. Mais ce que l'on ne voit pas, évidemment, sur cette carte,
c'est que une autre armée russe en fait vient de Russie Des et renforts avance des russes. renforts qui était évalué à... Ça, on peut être à 20-30 000 hommes en plus. Mais là, c'est toujours, je fais extrêmement attention. mais il y a une masse. Voilà, il y a une masse qui arrive. Oui. Et donc qui est assez importante et qui aurait donné un avantage en fait pour Ouais. le coup décisif au numérique face à ce que Oui. Napoléon avait pu ramener ici. Charles, c'est combien? Charles, à Il y a l'époque, reçu. on est dans les. Je pense il doit lui rester avec les pertes, etc. Il doit être dans les 40 à 40 000 hommes Ah oui. aussi. Il en a partout. Enfin, Ah, mais Napoléon, non, mais- là, pour le coup, c'était Ah, mais effectivement... mais n'importe qui d'autre dirait, et ça, il faut bien le voir, par rapport à ce qu'on verra sur les campagnes de l'Empire après. Maintenant que l'on sait que c'est une victoire, on se dit, bah, C'est facile. facile. Eh, Quand non. on voit la situation avant, Bah, non. je pense que devant un bookmaker, on aurait donné assez peu de chance à Napoléon. Oui, et Napoléon aurait très bien pu dire, bon bah on a gagné, on les a repoussés. Est-ce qu'il aurait pu dire, maintenant je vais sécuriser la France, je repars de l'autre côté? Mais non, parce que Non. dans ce cas-là, il se retrouvait avec des... Avec tout le monde derrière. Bah oui. Ok, bon bah donc Qui serait venu reprendre Ouais, c'est ça, tout ce ce qu'il qui avait avait été conquis. récupéré. Ok. Et tout, Ok. et tout le terrain qu'il avait pris et les pertes était auraient servi à facilement rien. Ok, d'accord. Donc du coup, comment amène-t-il justement cet adversaire à venir se battre alors que c'est pas son intérêt? C'est la psychologie. Il a besoin qu'il se batte et il joue sur deux choses. Il va avoir des échanges diplomatiques indirects. Il ne va jamais le rencontrer directement, mais indirects avec Alexandre Ier, empereur de Russie. Alexandre Ier est un jeune tsar, un jeune empereur, parce que même l'emploi du mot tsar peut poser problème. Est un jeune empereur qui, lui, rêve de gloire, rêve de remettre l'Europe dans une situation un peu statu quo ante, et se rêve comme sauveur de l'Europe par rapport à la révolution à Napoléon. En fait, Alexandre, c'est là où on est assez proche du personnage dans Guerre et paix décrit par Tolstoï, de « Je suis contre Napoléon » du prince. Et en même temps, c'est l'exemple. Juste avant la bataille d'Austerlitz, il aimerait bien être... Il aimerait et être ben, en lui. fait, c'est un peu Alexandre. Donc il aimerait bien, et s'il pouvait commander les armées, au moins nominativement, qui vont battre le grand Napoléon, Ça serait cool. ça serait vachement cool. Bah ça. oui, bien sûr. Bon, François, l'empereur d'Autriche, qui est encore empereur du Saint-Empire à l'époque, pas pour longtemps, lui, il a perdu son armée à Ulm et tout, donc il est quasiment entre les mains des Russes. Il a déjà perdu sa capitale, donc Ouais. déjà ça brille moins. Oui. Mais Napoléon commence à envoyer Savary, qui est un de ses aides de camp, pour discuter avec Alexandre en lui disant « je veux la paix ». Et les autres sont tellement... Les Russes, c'est l'état-major, la cour, ils se sentent sûrs d'eux. Quand on regarde la carte, on peut comprendre. Tout à fait. Et Napoléon va les pousser dans cette certitude. cette certitude. Donc, il va y avoir déjà... On croirait Guillaume Bouilleux quand il joue au Wargame. Mais donc, ça veut dire qu'il joue intelligemment. C'est pour ça. Oui. Il pousse, Oui. ça Donc, va. il va y avoir une première opération d'ordre militaire. D'accord. On va envoyer une petite unité, une petite brigade de cavalerie légère du côté de Wischau. Et elle va être là. Alors déjà, de la cavalerie pour tenir un village, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Ouais. Hein. Et on va la donner à manger aux Russes. Donc ils se font laminer. Ils se font laminer, mais donc du coup, les Russes deviennent encore plus sûrs d'eux. Ça devient une grande victoire pour eux. C'est d'ailleurs la seule vraie victoire, mais faite en fait arrangé. voilà, qu'ils vont avoir de toute la campagne. De toute la campagne. Donc, on est ramené, donc on recule, parce qu'en fait, si on regarde... Mais pendant ce temps-là, justement, Napoléon en profite pour découvrir toute cette zone. Oui, oui. Alors là, il étudie la zone. Il étudie, parce que bon, Napoléon, n'oublions pas, il vient Il prépare tout Non, ça. mais Napoléon vient du génie. L'artillerie, c'était le génie. Non, enfin, c'était artilleur. Artilleur. Il est mais artilleur. voilà. Mais donc, ça veut dire que l'étude du terrain, la topographie, est particulièrement importante. Voilà, alors parce qu'il y a une ouais. raison, c'est parce qu'il est formé à partir des grands auteurs de l'époque. Alors là, ça demanderait un développement. Oui. Et en particulier un auteur qui est à la base de l'école d'état-major français, qui s'appelle Bourset, qui a écrit un livre qui est sur la guerre de montagne. Et ce livre permet le début d'une étude réellement du terrain, mais plus que le terrain tactique, une étude des manœuvres sur les terrains. Et ce bouquin, à l'époque, ce livre, cet ouvrage n'était pas publié.
c'est-à-dire qu'au sein des écoles d'état-major, Ouais. comme l'école militaire à Paris, fondée par Madame de Pompadour, etc., c'était des copies manuscrites qui étaient données aux élèves et les élèves se les passaient aux D'accord. professeurs. Et Napoléon, lui, il passe tout ça en fait en revue. Oui. Et là, le terrain, il le connaît maintenant. Il le connaît par par cœur. Il sait, il a étudié, il voit, il calcule, parce qu'il est capable d'estimer à quelle vitesse les obstacles vont être franchis. Enfin, c'est là où toute la mécanique se met en marche. Et de l'autre côté, ce qui est très intéressant, c'est que les Autrichiens, ce terrain, ils le connaissent aussi. Parce que c'est un terrain de manœuvre habituel de l'armée autrichienne. Donc, dans le contexte même de l'affrontement, les Autrichiens se sentent très forts. Et les Russes font confiance pour le coup aux Autrichiens qui connaissent qui le connaissent aussi par cœur. Et donc l'armée est principalement russe qui va conduire la bataille, mais le plan est développé Par les par un Autrichiens. chef d'état-major autrichien qui s'appelle Weyrother et qui va nous faire un plan forme 18e, extrêmement pédant. Et alors, c'est la célèbre scène que nous avons dans Tolstoï où Kutuzov s'endort dans son fauteuil. Et en fait, Tolstoï a repris la seule description qu'on ait de cette soirée, qui vient des mémoires d'un officier français émigré qui s'appelle Langeron, qui est général russe, et qui est un officier qui a écrit ses mémoires. Et Tolstoï a repris les mémoires de Langeron pour faire cette scène célèbre où on voit Kutuzov qui n'en peut plus, Weyrother qui parle, et puis la moitié qui parle, et les autres comprennent à moitié ce qui se passe. Il y a toute une galerie de portraits extraordinaires, mais en fait, c'est une scène. C'est pas loin de la réalité. On ne sait pas, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Alors, Oui, quand vous avez qu'un seul témoin qui dit la même chose, voilà. Mais en tout cas, Tolstoï a repris Langeron pour ça. Et donc, on se retrouve devant cette situation. Mais parallèlement, politiquement, donc là, on renforce le sentiment de certitude militaire. Mais en même temps, qu'en envoyant Savary, en disant dans quelles conditions on pourrait faire la paix, on devrait s'entendre et tout, les Russes et Alexandre Ier, en particulier l'un de ses conseillers qui est le prince Dolgorouki, se disent, s'il nous fait ça, c'est qu'il sent qu'il va s'en prendre une. Donc, il a peur. Donc, ils sont en situation de... c'est terrible. Et donc, il envoie Savary, Savary revient, il renvoie Savary en disant non, il faut qu'on se voit. Donc 2 heures après, Savary a fait les lignes et revient. Le tsar lui dit non, mais vous me proposez rien, donc je vais pas voir moi, le tsar, moi, l'empereur, directement, le chef de votre gouvernement, parce qu'il n'a pas reconnu le titre d'empereur de Napoléon. Donc il envoie Dolgorouki, qui est un jeune freluquet, et Napoléon le rencontre. Et Dolgorouki lui dit, il faut que vous évacuiez la Belgique, il faut que vous rendiez Anvers. Napoléon a toutes les peines à se retenir, à lui dire, mais qu'est-ce que vous... Il lui dit à la fin quand même, attendez, vous me demandez quasiment de rendre Anvers alors que je suis au milieu de l'Europe, vous seriez à Montmartre que je ne vous rendrai pas Anvers. Il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait tenir. Il ne pouvait pas supporter plus. Il ne pouvait pas supporter plus, mais il n'empêche qu'on se débrouille pour faire en sorte de n'avoir... Alors ça, c'est un autre principe napoléonien, de ne montrer qu'assez peu de troupes. On ne montre pas la puissance, on montre l'inverse. Ce qui prouve aussi que Napoléon a une culture militaire, parce qu'il a lu les textes anciens. C'est exactement ce que faisait Bélisaire, général des troupes de Byzance, pour certaines de ces batailles, pour pousser l'ennemi à la faute. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais c'est remis au contexte historique. Voilà, c'est remis au contexte historique. Patrick, combien de temps a-t-il eu pour reconnaître et préparer ça? Quelques jours 3-4 jours. En 3-4 jours, jours, au mois de novembre 1805, il a envoyé Savary, il est revenu, il a rencontré ce petit jeune-là, ça va craquer. Ça va craquer. D'accord. Donc, lui... Alors, la bataille classique, ça aurait été quoi? Ça aurait été de dire, là, il y a les monts de Moravie qui sont là, c'est de la montagne. La montagne ici, on a Austerlitz. Et là, on a le Stare Vinogradi, c'est-à-dire Pratzen, etc. Donc, c'est un terrain qui est suffisamment pas montagneux, c'est-à-dire c'est des fortes collines, mais sans être trop fortes non plus. Il ne faut pas imaginer une montagne. Il y a du mouvement, il y a du dénivelé, suffisant pour avoir un effet tactique, mais insuffisant pour être qualifié de montagne. Donc, si Napoléon voulait avoir une bataille classique, c'est-à-dire je suis en sous-effectif, etc., dans ce cas-là, je garde ce terrain, parce que c'est un terrain avantageux. Mais je veux pousser l'adversaire à la faute. Donc je ne m'installe pas là. Mais non, même pour me pousser cette idée que je ne suis pas fort, je laisse l'adversaire s'y installer. J'évacue. Donc j'ai peur.
Et tout ça ajoute à la certitude des Russes et des Autrichiens qui se disent on va y aller. Et il y a un deuxième aspect, deux aspects importants. Napoléon fait la différence entre une armée réunie et une armée concentrée. Ok. L'armée concentrée, c'est j'ai tout sous ma main sur place. C'est-à-dire, je les vois, je les ai sous ma main. L'armée réunie, c'est l'ensemble des troupes que j'ai autour peut arriver en temps de temps pour la bataille. C'est-à-dire que Davout, qui est à une certaine distance, est compté dans la tête de Napoléon comme participant à la bataille alors qu'ils ne sont pas sur les lieux. Sur place. Mais par contre, l'adversaire, lui, ne voit pas Davout. D'accord. Donc c'est un élément, armée concentrée, armée réunie. Deuxième aspect, le plan austro-hongrois compte sur le fait que la ligne de communication des Français va sur Vienne. Oui. Donc ça amène assez naturellement À descendre. au au sud. pour couper. couper la ligne. Bien sûr. Simplement, Napoléon, et c'est une de ses manœuvres préférées, bascule sa ligne de communication vers le nord, et c'est Brune qui devient son... Tapion là-bas. Ouais, non, ça c'est Davout. Oui, il est là. Et c'est Brune qui devient son centre. Qui est une ville fortifiée, hein, c'est puissant, Donc, où il a récupéré une partie des magasins russes. Hein. Donc c'est bien. Donc il est bien. Donc il est bien. Ouais. Donc Napoléon, lui, a ses troupes ici, se retrouve avec Koutouzov, mais en réalité le vrai chef c'est Alexandre Ier. Militairement c'est Koutouzov, mais Koutouzov est un officier de cour, en même temps qu'être un officier de terrain, donc il ne va pas déplaire à son empereur. Donc on se retrouve devant cette situation-là où eux croient que prendre par le sud, ça coupe, mais ça coupe rien parce que Napoléon a ramené sa ligne vers le nord. Les Russes et Autrichiens, surtout les Russes parce que les Autrichiens sont un peu perdus, ont plutôt leur ligne vers Olmütz et toutes les Hallstatt. Et ça, c'est la situation. On se retrouve le 28 novembre. Et le 28 novembre, Napoléon écrit son idée de manœuvre. On a un texte. Et là, c'est là où il peut y avoir du nouveau dans l'histoire d'Austerlitz, parce qu'il y a deux choses. Il y a l'histoire qu'on raconte aux enfants, dont vous êtes. Oui, j'entends, vas-y. Et il y a une remise en question de cette histoire, mais qui a beaucoup d'importance en termes théoriques et de théorie militaire. Et ben, c'est peut-être en allant sur la bataille qu'on va faire la différence entre les deux. C'est-à-dire entre ce qu'on raconte, ce qui s'est passé et ce qui était prévu. Il y a toujours une différence. Hop. 28, vas-y. On est donc entre le 28 novembre, tout s'arrêtera avant qu'on ne fasse une petite ouverture vers le 2 décembre, en quelques jours. Le 2 décembre. Le 2 décembre. Sur ces quelques jours, que va-t-il donc? Alors, ce sont les jours où il y a ces tractations diplomatiques et ces mouvements préparatoires. Donc là, on revient, c'est du lourd, hein, c'est beaucoup plus lourd. On passe à une autre échelle, puisque nous voilà avec... Oui, on est bien là, avec Austerlitz dans le coin et une carte, comme on dit, une carte tactique. Bon, là, on est au niveau tactique, totalement. D'accord. Voilà, merci. Donc vas-y, je te pars dans le raisonnement. Voilà, allez, je pars dans le raisonnement. Donc on a les 15 dernières minutes, j'ai chaud. Moi aussi, ça va être chaud. Ça va être chaud. Alors, qui et où? Je remets la ligne de communication. Tiens, je l'ai perdu. C'est notre ami Guillaume qui l'a. Bon. Le centre de communication, tu peux nous les passer, s'il te plaît? Voilà, pour qu'on... Centre de communication française. Donc la communication française, on a le Santon qui est là, elle est plutôt par là. Alors que les Autrichiens croient qu'elle est par là. Ouais. La ligne de communication russe, elle est par là. Et elle monte là-haut sur Olmütz. Voilà. Bon. Donc l'idée, c'est le plateau dont nous parlions, c'est-à-dire nous avons Pratzen ici, le Staré Vinohrady, et le Pratsberg, alors je dis c'est une pente quand même assez douce, hein, c'est quand même pas, qui est ici. C'est ce terrain ici que nous avons abandonné aux Austro-Russes. Donc les Austro-Russes vont être disposés de cette façon. Avec un plan, on le rappelle, fait par un Autrichien, et un plan, tu disais, comment tu disais, antique, enfin, à l'ancienne. Oui. Alors à l'ancienne, parce que déjà, oui, on a toutes les colonnes qui sont. Tu le mets à quelle heure à peu près? Hop.
Si ça se décolle. Oui. Voilà. Installation du plan de bataille. On est à peu près... Dis donc, ils avaient pris toutes les positions hautes, là. Oui, oui, on leur a laissé. Hein. Oui, ben, je vois bien, mais... On leur a laissé. Et ils y sont allés, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais eux pensaient, en faisant ce mouvement, au mieux les Français se repliaient, soit ils restaient sur leur position et se retrouvaient repoussés vers les monts de Moravie. Ok. Donc là, Napoléon, dès le moment où les Austro-Russes prennent cette position, il sent qu'ils vont y aller. Il faut qu'ils y aillent. D'accord. Mais ce qui est important par rapport aux ordres qui sont donnés, c'est que Napoléon, première chose, si les Austro-Russes n'y étaient pas allés, n'avaient pas fait d'erreur, Napoléon prévoyait de se replier. Il n'y aurait pas eu de bataille d'Austerlitz S'il n'avait pas fait d'erreur. D'accord. Donc ce n'est pas quelque chose qui est calculé dans l'ensemble, c'est-à-dire la bataille d'Austerlitz n'est ni une fatalité ni une obligation. C'est Napoléon profite de la situation et ça devient la bataille d'Austerlitz. Il fait tout pour que cette situation arrive. Évolue dans ce sens-là. Mais il n'a pas la main mise sur les Austro-Russes et c'est quelque part, il les pousse à la faute, mais il faut quand même que ces Austro-Russes fassent la faute pour qu'il y ait la bataille d'Austerlitz. C'est rigolo parce que dans la précédente émission, c'est ce qu'il a un petit peu fait avec le traité d'Amiens. Il a essayé de pousser un petit peu son avantage auprès des Anglais et ça n'a pas marché. Là, ici, avec les Austro-Russes, il pousse son avantage à la faute et là, ça fonctionne. Oui, tout à il fait. s'installe. Alors, seul problème, c'est que c'est un génie au niveau militaire. Par contre, les diplomates ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, il y a un moment, la violence du militaire ne fonctionne pas fenêtre pour les diplomates. D'accord. Donc, on se retrouve. Là, on est entre le 28-29 novembre jusqu'au 2 décembre. Donc, il y a des mouvements, il y a des informations qui sont échangées, il y a des discussions, etc. Et on se retrouve à ce moment-là. Et c'est là, après tous ces échanges, cette manœuvre avec ce petit échange de cavalerie, qu'au soir du 1er décembre, les Russes s'installent et commencent leur mouvement vers le sud. Et donc, à ce moment-là, Napoléon... C'est bon. Il se dit, c'est bon, ils vont y aller. Ils vont y aller. Et de toute façon, il attend que ça. Mais s'ils y vont en faisant l'erreur, j'y vais. Il est toujours dans la position, Brune étant là. Si eux ne font pas d'erreur, je vais reculer, je vais attendre un autre moment. Mais il sait par contre que politiquement, stratégiquement et au niveau opératif, c'est pas la meilleure chose. Il ne va pas jouer le tout. On l'accuse de jouer le tout pour le tout. Non. Il le fait pas vraiment. On arrive dans la nuit du 1er décembre, il fait une reconnaissance, ça risque de mal se terminer parce qu'il tombe sur un piquet de Cosaques et il y a un combat entre les chasseurs à cheval de la garde et les Cosaques pour protéger le retour de Napoléon. Et c'est là qu'a lieu la célèbre scène, c'est-à-dire il rentre, il marche parmi les troupes, il se prend le pied dans une racine, il y a un grenadier qui le reconnaît, qui prend la paille, parce que tout le monde couchait sur la paille à l'époque, allume avec son briquet la paille pour éclairer le passage de l'empereur. Toute la garde fait la même chose. Il y a quelqu'un qui se souvient, mais on est le 2 décembre. C'est le premier anniversaire du sacre. Donc c'est vive l'empereur. Toute l'armée s'éclaire. Alors au début, Napoléon dit non, éteignez parce que vous allez montrer tout le dispositif aux Russes. Donc là, Stop. Puis après, il voit que c'est donc il dit c'est la plus belle nuit de ma vie parce qu'il y a toute l'armée. Il sent toute l'armée avec lui. C'est un dieu. Alors les Russes de l'autre côté se disent c'est une attaque de nuit des Français, ça se fait pas et tout. Et après ils se disent non, en fait ils sont en train de brûler leur campement pour partir. Donc ça les renforce encore dans la position. À la grecque ancienne, on brûle les navires. Mais quand on brûle les navires, c'est pour faire l'inversement. C'est fou quoi. C'est fou. Donc on se retrouve le 2 décembre. Et le 2 décembre au matin, la bataille se déroule de la façon dont je vais la raconter dans les grandes lignes. On ne va pas aller dans le détail non plus pour une question de temps. Et après, il faudra faire un point très très important. Donc, nous avons ces forces qui vont attaquer du côté de Sokolnitz, Telnitz, le long d'une rivière qui s'appelle le Goldbach. Bach en allemand voulant dire ruisseau, rivière. Donc, la majorité des troupes va attaquer ici. Très mal coordonnées. Donc, on les amène par ici. D'accord. Je ne regarde pas les noms, mais c'est à peu près ça. On a 3 grandes colonnes qui attaquent. Doktorov aussi, Milado, pas encore.
Ils attaquent. Il y a 9000 Français à peu près qui sont là. Grâce au terrain, le fait qu'il y ait des villes, ils arrivent à retenir au bas mot 30 000 Les 9 000, oui. Mais c'est 3 fois plus. Oui, mais c'est ce que vont faire les Anglais à Waterloo contre nous avec la Sainte, etc. Je veux dire, c'est pas illogique. D'accord. C'est dans le. Mais du coup, on a la hauteur, ils se sont étendus un peu trop, et on se retrouve devant quelque chose. Il y a un grand trou au centre. Oui. Ben, c'est le moment où attaquent 2 divisions, Saint-Hilaire, de Soult, et Vandamme, qui attaquent. Et après un combat qui a été malgré tout très dur, ça n'a pas été facile, prennent possession du centre russe. On a un moment de basculement où la garde russe ici va attaquer alors que ce mouvement est soutenu par Bernadotte, c'est-à-dire le premier corps, et par la cavalerie, la garde, plus les grenadiers réunis d'Oudinot, mais qui n'est pas présent, c'est Savary qui prend, parce que Oudinot a été blessé à la bataille de la Brune, dont on a parlé auparavant. Ouais. Donc, et là, c'est le célèbre combat de cavalerie entre les chasseurs à cheval et les Mamelouks et la garde russe, qui se fait tailler en pièces. Il y a eu un moment, on perd un de nos régiments perd une aigle. C'est la seule aigle perdue féminin pour tout ce qui est symbolique. D'accord. L'enseigne, le symbole, tu veux dire. Oui, le symbole, donc c'est le drapeau, quoi. C'est la seule qu'on perd par une charge de cavalerie qui écrase un carré. Et là, mais on prend. Dès ce moment-là, ces unités-là, on peut considérer que ces unités-là sont quasiment détruites. La garde se replie. C'est sur un ordre de Napoléon que les chefs de régiment ont attaqué. Ils ne l'ont pas fait. Non. Alors, Napoléon, le système, c'est simple. Il donne des intentions. C'est très moderne comme manière. Ouais, d'accord. Il a dit, par contre, comment il voulait que les unités division d'infanterie soient disposées pour s'adapter au mieux. Okay. Mais dès le moment où il donne ses intentions, il ne rentre pas dans le détail de l'exécution, qui est de l'ordre du maréchal. Et après, on n'est plus dans le chef, le roi de guerre qui commande 3000 hommes. 3000 hommes à l'époque, à la limite, au Moyen-Âge, une bataille, c'est 5000 contre 5000. Là, 5000, c'est une division. Ouais, c'est ça. Là, on est à 50, 60 000, 70 000. Ce sont des généraux ? C'est des maréchaux. Les maréchaux et généraux qui, voyant comment les choses se passent, partent et ils vont. Punaise, non, mais lui, il a dit, vous allez dans telle direction. Je comprends. Il dit, vous allez partir à tel moment. Mais après, le détail du combat, c'est pas lui qui le gère. Sauf au moment où il voit la cavalerie de la garde, il a sa propre garde à côté, il dit à Rapp, alors là c'est l'image du tableau très célèbre, il dit à Rapp, nettoie-moi, voilà, donc Rapp, Bessières y va, Rapp y va, Bessières rejoint avec des grenadiers à cheval, donc on envoie et puis on taille. Mais on se fait tailler un peu aussi. Mais une fois qu'on en est arrivé là, eux ils sont toujours là, bloqués. Donc on a une partie de l'armée française. Qui fait hop. Et l'autre se retrouve derrière. Allez, et voilà les célèbres étangs. Donc on les ramène au fur et à mesure dans un désordre pas possible dans les étangs. Ils reculent. Ils se font écraser par l'artillerie française qui tire d'ici. Davout qui en profite, même s'ils sont moins. Davout qui a pu rallier. Le reste des unités de Davout a pu rallier dans la matinée. Et cette fois-ci, c'est Davout qui pousse, parce qu'il est toujours en minorité. En termes d'effectifs, il n'a pas le même poids, mais là, il y a des organisations. Pendant qu'il y a quelque part une autre bataille qui a eu lieu, mais ici, on commence vers 7h30 du matin. Là, ça commence vers midi. On a l'impression qu'il y a plusieurs batailles. Oui, c'est ça. Parce que le terrain est beaucoup plus étendu qu'à Waterloo, par exemple. Il y a quasiment moins de monde sur un terrain 2 ou 3 fois plus étendu. Et là, il y a Bagration. Qui se bat contre Lannes et Murat. Donc énorme combat de cavalerie, parce qu'ici c'est pas adapté à la cavalerie. Là c'est donc énorme combat de cavalerie, d'infanterie. Et là ça dure de 12h à 16h, et puis sous la pression, il y a les Russes qui se replient aussi. Qui craquent. Et donc là... Pas vraiment, ils se replient. Là c'est plutôt un match nul en haut. C'est un match nul, mais à notre avantage quand même, ils ont quand même de grosses pertes. Et du coup, tout le monde est épuisé, donc leur repli n'est pas gêné par une poursuite. D'accord. C'est ce qu'on appelle l'avortement d'Austerlitz, parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Là, on n'a plus rien organisé, et là, ils se font réduire en miettes.
En sachant qu'ils finissent pas au fond des étangs comme on le dit. L'artillerie, oui, les chevaux, L'artillerie, oui, mais pas les hommes. Pas les hommes, l'artillerie. d'accord. Et donc, parce que les étangs sont glacés, Mhm. ils essayent de passer avec les 12 Oui. chevaux, etc. Et Napoléon fait tirer à boulets rouges. C'est-à-dire, c'est des boulets qui... Alors, est-ce qu'ils ont eu le temps de faire des boulets rouges réellement? Je n'y crois pas, mais au moins un boulet sur les étangs pour casser la glace. Et que ça s'enfonce. Mais ça s'enfonce d'un Ouais, mètre, quoi. ouais, Mais ça d'accord. suffit Ouais. pour garder les canons qu'on va utiliser Récupérer pour... les pilonnés. Non, pour faire la place Vendôme. C'est La vrai. colonne de la place Vendôme est Excellent. faite avec les de canons. ceux-là, récupérés dans les étangs Oui, et autour. et autour. Donc le bronze de la colonne de la place Vendôme est faite avec les canons pris à Austerlitz. Génial. Donc on se retrouve dans... Et voilà, ça c'est ce qui s'est passé. D'accord. Ça c'est indiscutable. Dans les grandes lignes, c'est ce qui s'est passé. Ok. Maintenant, il y a Un point un point important, majeur. c'est qu'on pense que Napoléon a réglé la bataille de la façon dont elle s'est passée. Et c'est là où je dis non, faux. Déjà, pour le premier point dont je parlais, c'est si les Russes n'avaient pas fait d'erreur, il n'y aurait pas eu de bataille. C'est ça, Donc point ils ne majeur. règlent pas la bataille dans le sens où elle n'est pas obligatoire. Ouais. Deuxième chose, quand on lit, et je ne vais pas faire le détail, mais les ordres, où je lisais l'article dans le livre que j'ai présenté précédemment, vous aurez le déroulé. détail. Mhm. Quand on lit le texte des ordres qu'il donne, en fait, on a l'impression d'une chose, si on prend 2-3, c'est-à-dire qu'on a le Santon qui est ici, qui a été fortifié par les Français, avec des pièces d'artillerie trouvées à Brune, autrichienne, qui a été réellement fortifié. Donc ce point paraît primordial à Napoléon. Et il demande à ce que alors c'est un détail technique, mais qui a son importance, donc l'ensemble de dispositions, c'est la même. Mais il demande que les troupes françaises soient disposées pour la contre-attaque avec les 2 divisions Saint-Hilaire et Vandamme, même si je n'ai pas pris les bonnes, en échelon par la droite. La droite en avant. C'est-à-dire qu'on a une division qui est comme ça et une autre division qui est comme ça. Mhm. C'est parfait pour attaquer un adversaire qui se trouve ici, parce que là, vous le tournez. Mhm. On le voit. Mhm. Si vous faites ce même mouvement alors que vous avez des adversaires ici, c'est une bêtise. Ouais. Alors que quand il écrit fin novembre, entre le 28 et le 1er, ses ordres, c'est ça. C'est ça qu'il Donc, en fait, je pense que ce qu'il prévoyait à l'origine, c'est une attaque massive des Russes dans cette direction-là, avec cette position fortifiée qui pour devait préparer à tenir. et ce mouvement qu'ils auraient dû se faire comme ça. Et qu'après, voyant dans la nuit du 1er au 2 que le mouvement, en fait, C'était réellement prévu se dans l'autre prononce dans le sens. sens, démontre, 1, la souplesse de sa réflexion, 2, la souplesse de manœuvre de l'armée française, qui s'est adaptée, et qui, malgré ce changement par rapport à ce qu'il imaginait au début, s'est adapté, a réussi à battre quand même. Et ça me paraît important, parce que ça veut dire que ce qui est important dans la manière de Napoléon, contrairement à ce qu'on a écrit très longtemps, c'est pas ce côté je vais deviner ce que fait l'adversaire, parce qu'en étant enfant, je me suis toujours demandé comment il avait fait. Et c'est impossible de trouver, parce qu'il l'a jamais fait. Il l'a pas fait. Mais Par contre, il on s'était planifie adapté. très longtemps, les généraux de 1914 ont cru qu'on pouvait faire la guerre de cette façon-là, en prévoyant tout. Et Napoléon ne l'a jamais fait comme ça. Mais il avait besoin, pour des raisons de propagande, de faire croire à ses adversaires et à l'intérieur qu'il agissait comme ça. Parce que ça ajoutait à sa gloire, bah bien sûr. et ça ajoutait à la peur de l'adversaire. Mais on a trop cru ça. Par un manque d'études détaillées de ce qui était réellement en place. Comme quoi, on peut trouver des choses nouvelles. Bah oui, Et la ce qui preuve. est important par rapport en fait au déroulé de la bataille, c'est que justement, comme on l'a vu, au niveau en fait de l'échelon des maréchaux et des généraux, les prises d'initiative étaient Sont encouragées énormes. Oui. et du côté français sont énormes. Et ces prises d'initiative justement sont beaucoup plus limitées chez surtout les Autrichiens et voire même les Russes. Et une partie de l'écrasement en fait de l'aile gauche russe est due à ce manque de prise d'initiative. Alors il y a eu un moment un retour en arrière de certaines unités russes qui se sont rendues compte qu'il se passait quelque chose. Donc là, dans le besoin, ils sont revenus, ils sont battus courageusement. Et là, et d'ailleurs, les pertes auraient été plus importantes parce qu'il y a quand même une partie des Russes qui a réussi à passer à travers en fait au sud des étangs pour rallier plus loin. Mais c'était par rapport à Weyrother dont on a parlé tout à l'heure.
c'était justement cet établissement d'une bataille comme si elle devait se Point barre, dérouler comme comme du ça. papier à musique, Ouais, c'est ça. comme une partition. Il se Et déroule donc le ça, manque de ça, pouvoir, plus de ça. réactivité. Mais c'est vrai que c'est un point qui est crucial sur cette capacité d'adaptation. Voilà, tout à fait. Et cette vision. Cette nouvelle vision de Oui. l'organisation Mais, de l'armée française. mais surtout cette vision qu'on a eue après, c'est-à-dire qu'on a eu une fausse vision Mhm. qui a amené dans l'enseignement des officiers à venir l'imagination de quelque chose qui n'a jamais existé. Et ça, c'est grave. Qui n'était pas. Bah Et oui. ça, c'est grave parce que ça a formé des gens qui ont conduit 1914 et qui ont réappris la guerre sur le terrain, quoi. Ouais. En- Juste, ce que je voulais simplement Vas-y, pour terminer, Vas-y. c'est il faut donner les chiffres. C'est ce que j'allais te demander. Bah, Voilà. Impeccable. Donc les Russes, On termine sur quel bilan? voilà, les Russes, ils ont perdu environ 30 000 tués, blessés et prisonniers. 30 000 tués. Non, pas Blessés. tué, non, pas tué. Tués, et blessés. blessés, Non, prisonniers. et prisonniers. Non, bien sûr. D'accord. Non, Les Autrichiens, ils Ouais, ont mais bon, perdu. pareil, tués, blessés, prisonniers. 30 000, c'est prisonniers. énorme. Oui. 80 000, Les on est pas loin de Autrichiens, la 8 moitié. 000. 8 000. 8 000. Et les Français, les Français ont pris 200 canons et entre 20 et 40 drapeaux. Ouais. Alors que c'est le centre, hein, le drapeau, Ouais, c'est le symbole de la cohésion, justement. Et l'armée française a perdu entre 9 000 ou 9 500 tués, Oui. blessés et prisonniers, dont 1 800 tués. Ça, on a la liste nominative de des tous les tués. tués. Ouais. Oui, 1800. 1 800 Donc, tués. C'est un rapport de 1 pour 4. Un pour 3, 1 pour 4. Avec Ouais, Avec un les pour quatre. prisonniers, et un Un pour pour 4. quatre. 1 pour 4. C'est une victoire tactique importante. Mais ce qu'il faut voir, Ah oui, alors c'était le c'est dernier point. dernier point. C'est que ça ne règle pas tout. Les Autrichiens sont hors jeu, Vienne est prise, ils demandent la paix, ce qui va amener le traité de Presbourg, qui est maintenant Bratislava, en Slovaquie, qui va mettre fin au Saint-Empire romain germanique. Austerlitz, c'est la fin du Saint-Empire romain germanique, c'est pas n'importe quoi. C'est pas quand même. rien. Ok. Qui va faire beaucoup de changements en termes Géopolitique. géographiques. La Prusse va y gagner quelque chose parce qu'elle va bouger, etc. Les Autrichiens vont perdre des choses, vont gagner ailleurs. La Bavière va gagner des choses. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais par contre, les Russes se replient. Il n'y a pas de paix avec les Russes. Ce n'est que partie remise. Ça va continuer. Les Prussiens, oui, là, ils veulent pas, mais ils ne sont pas battus non plus. Ils ne sont pas encore engagés de toute façon. Non, l'Angleterre n'est pas du tout battue, Ben elle n'a non. pas du tout été engagée. Donc en fait, ce n'est pas une bataille décisive au sens politique, parce que politiquement, Austerlitz a permis d'être en situation de continuer la lutte, de ne pas se faire battre, comme on a vu la carte de début au niveau stratégie. La France est encore Dans la présente, bataille. Napoléon est encore présent, mais rien n'est réglé. Ce n'est que partie remise et la lutte continue. La troisième coalition tombe, Plus ou moins. parce D'accord. qu'il n'y a plus d'accord. Les Russes, ils sont repartis en Russie, donc D'accord. la distance, il n'y a plus de contact. Les Anglais se retrouvent un peu tout seuls. La troisième coalition en tant que telle tombe. D'accord. Le Premier ministre anglais en meurt. En On meurt. dit que Austerlitz a tué Pitt, D'accord. parce que là, il s'y attendait Il est pas. dégoûté. et dégoûté. Donc Ok. le moral plus l'âge ont fait qu'il en meurt. Ok. Mais en fait, ce n'est qu'en réalité le départ de tout ce qui va se dérouler après. Donc il n'y a pas de bataille décisive. C'est que le début. Enfin, je vais Oui. être un petit peu vulgaire, c'est que le début C'est- des embêtements pour Napoléon. Voilà. Et c'est surtout, au-delà d'une victoire tactique incontestable, c'est une victoire psychologique forte. Et la preuve du génie militaire de Napoléon, qui n'est pas qu'un génie tactique. Là, il s'est retrouvé dans une situation où il s'en est dépêché. Mais ce n'est pas justement la victoire décisive dont Oui. on parlait et qu'on avait Oui. évoqué tout à l'heure, puisque en fait, stratégiquement parlant, la lutte continue. L'Angleterre n'est pas hors jeu, donc de toute Loin façon, s'en l'ennemi faut. principal est là. C'est vrai que l'autre ennemi, c'est l'ennemi russe qui, lui, n'a pas signé la paix. On va les retrouver jusqu'à, en effet, à la fameuse paix de Tilsit, qui sera après encore avec près de 2 ans de conflit. Et comme tu le disais, en fait, si Napoléon avait perdu à Austerlitz, Ça aurait peut-être été une bataille décisive. ça aurait peut-être été une bataille décisive contre lui, Napoléon contre lui. et contre la France. D'accord. Mais la victoire d'Austerlitz, en fait, lui permet, comme tu le disais lorsque nous avons déjeuné, de continuer de jouer. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, si on joue un Pas de gagner le jackpot. Ben non, ça sera ma dernière petite question. On est au bout de cette campagne de 1805. Le 2 décembre s'achève sur ce bilan que tu viens de faire. Alors je joue juste un petit peu au jeu du SI qu'on aime bien dans le jeu de rôle, etc. S'il n'avait pas poussé cet avantage si loin, en disant ça y est, on a repoussé un petit peu. Même mon adversaire, ça reste l'Angleterre, c'est quand même ça qu'il ne faut pas que je perde.
Est-ce qu'il aurait, parce que là il a fait une démonstration de force, Oui. et donc du coup ça donne envie de s'allier à tout plein contre lui encore plus. Ou alors à d'autres de s'allier avec lui tellement il est puissant, ce qui s'est passé Ok, aussi. d'accord. Ok. Le donc- moindre moment de faiblesse ok. fait que c'est plutôt la faiblesse qui provoque l'alliance contre vous D'accord. que la force. Donc Par il contre, fallait. à être trop puissant, Ouais. il y a un juste équilibre. Ouais. C'est-à-dire la faiblesse, c'est pas une bonne chose. L'excès de puissance, c'est pas une bonne chose non plus. D'accord. Donc c'est ce qu'on a dit dans la précédente émission et on conclura là-dessus. À partir du moment où il a détourné les yeux de l'Angleterre, de toute façon, il fallait, entre guillemets, aller jusqu'à Austerlitz et l'emporter de façon brillante pour continuer la bataille. Il n'y avait Oui. pas d'autre solution. Non. Il ne pouvait pas repartir en arrière en disant « Bon, c'est quand même bien les Anglais dont il faut que je m'occupe », c'était plus possible. Il va essayer de le faire en reconstituant une flotte, etc. Mais ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, eh bien, ça sera. Nous sommes à la 3e coalition, Oui. 4e, 5e, 6e. Et On n'a pas fini d'en entendre Voilà, parler, mesdames voilà, et messieurs, c'est du ça. Napoléon, parce que visiblement, il y a encore beaucoup derrière. Un énorme merci, Guillaume, Patrick, pour… voilà, là je crois que même si, comme tu l'as dit, Patrick, il y a encore façon de rentrer plus loin et plus avant tout dans à les fait. détails, dans les prises de décision, dans la façon dont l'armée est organisée, dans la façon dont elle a réagi. Quoi qu'il en soit, à notre niveau, on a quand même compris, je pense, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé, d'où est-ce que ça vient et ce que ça a amené comme situation. Une fois encore, merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que l'émission vous aura plu. Il y en aura donc d'autres. On retrouvera Guillaume, on retrouvera Patrick pour d'autres campagnes. Merci à Germain pour la réalisation. Je ne me lèverai pas en disant « Vive la France », bien sûr, on n'en est pas là pour ça. Cela dit, il y a des jeux sur ce thème-là. Si ça vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus et de jouer, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de glorieuses victoires. À vous de jouer.